Bien, je vais appliquer un peu les théories de Jacques et avec une certaine plasticité dans mon discours, puisque Luc Tessier, le directeur des grands travaux de l'État et de l'OPIC, est là. Et donc, une partie de je vais l'appeler à un certain moment de mon discours. Je remercie d'abord le Collège de France de m'avoir invité à cet hommage. Et j'aimerais parler de Jacques, l'architecte, au nom de tous les architectes qu'il a pu côtoyer, aux côtés duquel il s'est enrichi, et pour certains des jeunes, notamment de mon agence, pour lequel il a donné toute sa richesse et toutes ses compétences. Le premier souvenir que j'ai de Jacques m'est dû à André Miquel, le jour où il a accueilli l'ensemble des équipes d'architecture pour le lancement du concours d'architectes. Et André Miquel nous a présenté Jacques Glewinski comme un grand chercheur, mais aussi un architecte rentré. Nous avons pu découvrir par la suite que l'architecte rentré était un maître d'ouvrage d'une qualité extraordinaire. Un concours d'architecture commence par un programme, et donc il y a eu un cabinet des grands travaux de l'État qui est intervenu. Et nous avons pu découvrir un programme qui avait certes une vision généreuse et qui voulait entraîner le Collège de France dans l'avenir, mais aussi une attention à tous les détails, qui allait, comme vous l'avez dit, de la poignée de porte, mais aussi de la qualité d'usage de ce bâtiment pour l'ensemble des intervenants, des usagers. Ça allait de la loge du gardien au local ménage pour l'entretien, et ça allait aussi au nombre de toilettes qu'il pouvait y avoir à la sortie de l'amphithéâtre de Marguerite de Navarre, parce que, comme il le disait, il n'y a jamais assez de toilettes pour les dames. Je ne sais pas comment on passe, mais je vais essayer. Le deuxième trait de Jacques que nous avons pu découvrir, et je vais appeler Luc pour cela, c'est sa ténacité. Je pense qu'il faut se souvenir que la première tranche de travaux n'était d'un montant que de 100 millions de francs. Il nous a permis de réaliser, avec Jean-Michel Villemotte et Bernard Huette, uniquement l'amphithéâtre Marguerite de Navarre et le foyer, et toute la suite a été liée à cette ténacité. Et je vais laisser Luc, qui a bien voulu me rejoindre, vous en parler. Oui, je voudrais vous dire brièvement, j'ai accompagné Jacques pendant 20 ans, en qualité de directeur de la mission interministérielle des grands travaux, qui avait été désigné comme délégué à la maîtrise d'ouvrage de la rénovation du collège. Je voudrais vous parler d'une qualité qui n'a pas encore été évoquée, me semble-t-il, concernant Jacques. Au-delà de sa grande humanité, de son caractère exceptionnel, Jacques était d'une ténacité incroyable. L'acte fondateur, ce sont les 100 millions de francs, dont André a parlé tout à l'heure, les 100 millions de francs que le président de la République accorde au Collège de France pour des travaux de modernisation. Il n'y avait pas d'autres précisions. En réalité, sachez, si vous ne le savez pas, que ces 100 millions de francs, c'est une reconnaissance du travail qu'André avait fait en qualité d'ancien administrateur de la BN dans la grande polémique de la Bibliothèque de France. Le rôle d'André était récompensé par 100 millions, mais ces 100 millions, c'était un solde de tout compte. On ne parlait pas d'une opération générale. D'ailleurs, les 100 millions ont été consacrés à la rénovation des installations d'enseignement, mais après études et réexamen, il en fallait 150. Et alors là, ils ont été les deux, ce duo, comme vous parliez, ce duo a été d'un culot monstre. Ils ont réclamé 50 millions de plus. Alors c'était un tollé général. Je ne vous dis pas, le ministère des Finances était totalement exaspéré. Déjà, les 100 millions de francs lui étaient passés à travers la gorge. 50 millions de francs de plus, mais qu'est-ce qui leur prend ?
les travaux ont été faits avec ces 150 millions de francs parce qu'ils ont pris leur besace, ils ont été à nouveau voir le président de la République et ils les ont obtenus par-dessus la tête de tout le monde. Mais à l'époque, on ne parlait que de 150 millions. Et c'est là où la personnalité de Jacques et la personnalité d'André ont été déterminants, parce que eux, ils ne voyaient pas ça comme un solde de tout compte. Pour eux, c'était une première tranche, jamais personne n'avait osé prononcer ce mot, une première tranche d'une rénovation d'ensemble. Sitôt l'inauguration de 1998, Jacques lance une réflexion sur la deuxième tranche, qui était déjà prévue dans son programme de rénovation que vous aviez mis au point, une deuxième tranche qu'il met au concours, comme il n'a pas un sou, il impute les études sur les crédits du Collège de France, et il se lance, tout seul, si je puis dire, tout seul contre les finances, contre son ministère de tutelle. L'enseignement supérieur était vraiment pas chaud, trouvait que c'était beaucoup trop et qu'il y avait des besoins bien plus urgents, contre le Code des marchés publics qui interdisait de poursuivre avec les mêmes architectes. Il a fallu refaire un concours, redésigner une nouvelle équipe, qui était l'équipe de Jacques Ferrier. Et il s'en est suivi, dans ce climat de tension, où vraiment il y avait ceux qui disaient qu'est-ce qui leur prend, ils ont déjà eu leur dose. Il s'en est suivi 10 ans, 10 années de blocage et de harcèlement. Et Jacques n'a cessé, je salue Jacques Ferrier, qui justement, je viens de le citer comme architecte de la deuxième tranche et de la troisième tranche. Il s'en est suivi donc des stop and go sans arrêt, qui expliquent que la deuxième phase ait duré 10 ans, ce qui est quand même un délai incroyable dans nos métiers. Et chaque fois, Jacques remontait tel Sisyphe, il repoussait son boulet, il allait revoir un tel, le président de la République, les ministres, et sans arrêt, il repartait à l'assaut pour obtenir ses crédits. Et un jour, j'étais tellement stupéfait par cette ténacité incroyable, je lui pose la question, mais Jacques, mais comment vous faites ? Et vous savez ce qu'il me répond ? Vous savez, Luc, j'étais à l'école de la vie. Et l'école de la vie, pour moi, c'était le week-end, d'aller aux puces de Saint-Ouen, aider mon oncle à vendre des casquettes. Je ne lâche rien. Et sachez vraiment que sans Jacques, sans André pour partir, sans André pour marquer l'essai, et sans Jacques pour le transformer, il n'y aurait jamais eu de rénovation d'ensemble du Collège de France. Nous lui devons en totalité. Voilà ce que je voulais vous dire. Bien. Jacques a été le financier, mais aussi, au-delà de l'architecte, un conducteur de travaux hors pair. Je dois vous dire que j'avais le droit d'être convoqué tous les soirs dans son bureau, autour de la grande table dont vous avez déjà parlé. Et je pense qu'il faut quand même se souvenir de ce chantier de l'amphithéâtre Marguerite de Navarre, ça n'était pas rien. Quand nous avons découvert le collège, et vous l'avez pour certains connu, il y avait encore les escaliers, les portes des escaliers de descente des caves, avec les étiquettes indiquant les abris pour la guerre. Et ça m'avait marqué quand même qu'en 80, en 90, il y est encore cela. Nous avons creusé 25 mètres sous le bâtiment, c'est-à-dire la hauteur lui-même du bâtiment, pour créer à la fois l'amphithéâtre Marguerite de Navarre et les galeries techniques qui permettaient cela. C'était le premier amphithéâtre avec un enregistrement haute définition. Et nous avons eu le droit à Jacques tous les matins sur le chantier. Et là, notamment, vous voyez les premières piles de pierre que vous pouvez reconnaître, qui étaient ce que Bernard Huet appelait l'enracinement du Collège de France. Retrouver les racines, les prolonger. Et la moitié de ces dalles de pierre de la journée précédente avaient été posées dans un sens où le flammage de la pierre n'était pas cohérent. Et Jacques nous a fait déposer immédiatement la moitié de ce revêtement. Nous n'avons rien dit aux grands travaux, nous nous sommes arrangés avec l'entreprise. Voilà. Juste pour illustrer les propos de Luc Tessier, il y a eu de nombreuses visites avec le maire de Paris,
avec Bernard Huette ici présent, et avec aussi le président de la République, tout ça pour aller chercher effectivement les fonds suivants qui ont permis à Jacques Ferrier, ici présent, et que je remercie, de pouvoir travailler sur les laboratoires, alors je ne me souviens plus, CDE, voilà, et faire ces très beaux espaces et pouvoir accueillir les professeurs étrangers. Jacques, qui était intéressé à l'architecture, nous a beaucoup parlé, et je pense à tous, de son envie de faire une chaire, de créer une chaire de création artistique. Bien évidemment, le premier titulaire a été un architecte. Nous avons beaucoup parlé de ses choix. Et donc, c'est Christian de Porzampar qui a été titulaire de cette chaire en 2006, premier prix de Score Prize français en 1996. Maintenant, je voudrais vous parler de Jacques, architecte. Et alors, Luc, en discutant ce matin, et que je vais faire réintervenir, m'a expliqué quelque chose. Moi, je voulais vous faire partager un questionnement qui était, mais finalement, cet homme d'une origine extrêmement modeste, comment se fait-il qu'il ait été aussi sensible à l'espace, à l'architecture et à la qualité d'usage et au bien-être des gens? Et alors, je pense que Luc va intervenir de nouveau pour m'expliquer ce que je ne savais pas, c'est que Jacques Lewinsky a reçu un grand prix de dessin dont je n'avais jamais entendu parler. Alors que, pour moi, chaque fois que Jacques venait à l'agence, il nous disait « Je dessine beaucoup moins bien que vous, les architectes, mais est-ce que vous permettez ?» Et là, évidemment, cela partait. Sur le plateau de Saclay, Jacques est intervenu à la demande du président de la République, Nicolas Sarkozy, et a initié toute la réflexion d'ensemble. Et je me souviens d'un jour où Jacques m'avait dit, vous comprenez, il va falloir réfléchir à l'urbanisme, mais aussi à comment mettons autour d'une table 22 grandes écoles, avec des ministères différents, avec des personnalités différentes, et avec ces grandes entreprises, et comment peut-on associer tout le monde dans un projet commun. Il a alors développé une théorie qui a relié la neurologie et le cerveau à l'architecture. Il en parle un peu dans son livre, et nous avons par la suite essayé de théoriser un peu ce rapprochement. Il compare les trois réseaux, dans un schéma simplifié du cerveau, les trois réseaux qui sont le réseau dont Hervé a parlé déjà, le réseau exécutif, le réseau régulateur et le réseau énergétique, à trois éléments de l'architecture qui sont évidemment les bâtiments ou les lieux où l'on fonctionne avec des espaces adéquats, avec un réseau régulateur qui sont les qualités de ces espaces, la lumière, la chaleur, le bien-être, la couleur éventuellement, pour attirer les gens ou voir les repousser si nécessaire. Et puis le réseau énergétique, qui est l'ensemble des réseaux électriques, de chaleur, d'air, chaud, froid. Et ce que nous avons théorisé une première fois sur le Collège de France avec ces grandes galeries qui sont sous l'amphithéâtre de Navarre, que vous n'avez sûrement jamais visité, mais qui sont ce qu'on appelait les Champs-Élysées techniques, puisque c'est aussi haut que l'amphithéâtre lui-même. Nous avons après, et je pense que Jacques l'a fait avec un certain nombre d'architectes, et je citerai Agnès Berthelier du cabinet BRS, je citerai Brice du cabinet ENIA. Nous avons travaillé, et Jacques a travaillé avec nous, sur un certain nombre de projets, notamment du plateau de Saclay, qui étaient des grands centres de recherche. Et je vais vous montrer ce qu'il a fait avec nous à l'agence. Mais nous avons effectivement essayé de formaliser cette discussion qui sont non seulement un travail entre spécialistes, mais aussi avec les usagers. Je vais vous citer 4 exemples très rapides pour ne pas dépasser mon temps, qui était un projet pour les arts et métiers, l'École nationale des arts et métiers, à côté de la place d'Italie que l'on voit en bas.
Et voilà, le projet, c'était la rénovation de 4 halles industrielles pour faire un centre de recherche. Et vous voyez qu'entre les petits bâtiments rouges dont nous avions à nous occuper, il y a des sheds. Et Jacques a dit, mais c'est pas possible que ces sheds restent comme ça. Il a réussi à impliquer l'école, impliquer la ville de Paris, et leur montrer qu'on pouvait créer 25 000 m² dans Paris, au moment où on créait Paris Tech, et où la ville de Paris n'avait pas envie que toutes ces écoles partent sur le plateau de Saclay. Et donc, nous avons imaginé, avec lui, tout un complexe qui alliait l'ouverture de l'industrie à la technologie aux grandes écoles, dont Renault et Areva, et puis la ville avec des pépinières d'entreprises et des sports. Voilà les premières réalisations avec une halle où tout était fait pour être plastique et pouvoir évoluer avec les chercheurs, et notamment ces réseaux qui restent apparents, ces bandes jaunes qui permettent des circulations d'évacuation et à partir duquel on peut construire tout ce que l'on veut, y compris des boîtes pour les étudiants. Un autre exemple très rapide, c'est l'université de Pau, avec un campus des années 70 très organique, si l'on peut dire, et des schémas que Jacques a créés avec nous et cet apport du centre de recherche et de séminaire que l'on devait placer. Et puis un premier projet qui était effectivement l'extension de ce que l'on voit à gauche et qui était un bâtiment à bande avec des tuiles. Et puis Jacques a dit, mais ça marche très bien en termes de fonction. Les architectes, d'ailleurs, se sont retrouvés dans le plan. Mais Jacques a dit, mais le réseau régulateur, quand même, la brique, j'adore la brique, j'en ai mis à mes d'herbe. Et la couleur, ça serait sympathique. Et l'apport de lumière diffractée. Et ce bâtiment a eu un prix, un grand prix de la Fédération de la brique et terre cuite, grâce à cet apport coloré. L'avant-dernier bâtiment, c'est le CRI, qui est un centre de recherche interdisciplinaire dans Paris, dans le Marais, où Jacques est intervenu pratiquement tous les jours pendant le concours. Il s'avère que les chercheurs menés par François Tadei ne savaient pas exactement ce qu'était un programme et ce qu'ils voulaient. Et Jacques les a beaucoup aidés. On a beaucoup travaillé sur l'ensemble des lieux de convivialité, ce qui était aussi le réseau régulateur. Et puis, il y a des petites inventions comme ça que vous n'avez pas au Collège de France, qui sont un amphithéâtre qui semble un amphithéâtre tout bête, mais où la question c'était mais pourquoi un amphithéâtre ne fonctionne que 10% du temps dans les universités et que peut-on en faire d'autre? Et l'idée que nous avons eue et que Jacques a eue était finalement de créer un rang sur 2 de sièges qui pouvaient se tourner et qui pouvaient permettre un travail collaboratif. Voilà. C'est le premier. L'université de Shanghai nous a dit qu'il voulait le même, donc grâce à Jacques. Nous avons aussi élaboré un certain nombre de schémas avec lui qui étaient comment sur un campus lycéen, qui est le campus de Coulommiers que nous avons gagné il y a 2 ans avec lui, on pouvait irriguer d'une manière différente, un peu comme le cerveau, en fonction des différentes phases de travaux, puisque là aussi c'est un chantier de 100 millions d'euros qui va être réparti sur 10 ans de travaux, ce qui rappelle un peu le Collège de France, même si je pense qu'il a duré plus de 10 ans, mais plutôt 15 que 10. Et puis ce dernier projet où Jacques est intervenu tellement auprès des jeunes collaborateurs qu'il désirait voir sans moi, ou quand je n'étais pas là, avec des schémas un peu plus organiques et qui permet d'imaginer tous les espaces d'accueil. C'est l'Institut français de la mode que nous allons inaugurer le 24 novembre et je remercie encore Jacques effectivement pour l'ensemble de son travail. Et là aussi, l'intention était menée sur le confort des étudiants et la manière dont ils pouvaient redisposer les éléments au fur et à mesure. Je voudrais terminer avec le fait et dire que Jacques est intervenu aussi sur un certain nombre de séminaires et de colloques, dont un séminaire dont vous pourrez trouver son intervention qui est au centre de Sérisy, la Salle en Normandie, et il a fait en 2018 un colloque sur l'attractivité des lieux.
où il parle beaucoup de ces notions du réseau régulateur du cerveau et des ambiances. Et puis, Catherine Dan étant là, étant ancienne directrice de la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon, la même année, il est intervenu aussi à un week-end d'architecture en fête. Juste pour vous dire qu'évidemment, les 15 ans où Jacques nous a accompagnés après le Collège de France, nous avons fait un certain nombre de visites, dont la Cité du Refuge de Le Corbusier. Il était évidemment, comme vous avez pu le dire, très très proche de mes collaborateurs et des jeunes. Il leur a donné beaucoup. Il était très content de se faire prendre en photo avec nos jeunes architectes. Voilà, au cri. Il était... Et puis, c'est le même bistrot, boulangerie, café que j'ai pu découvrir et où, ne serait-ce qu'il y a encore 1 an et demi, Jacques a travaillé avec moi sur les derniers concours et vous voyez au nombre de tasses de café le temps que cela pouvait durer. C'était café et croissant. Et je voulais juste vous citer une dernière phrase qu'il m'a dite, et j'en aurai fini, excusez-moi. Lors de ces années de collaboration, cela a été l'échange d'échanges nombreux avec des confrères, à l'agence, dans le café en bas du collège. Nous avons contribué à notre réflexion sur l'architecture, notre cadre de vie et ses évolutions, c'est-à-dire sur la société en mouvement. Et je voulais finir par ce thème de la société en mouvement, parce que je pense que ça prolonge son travail au Collège de France et sur la recherche en train de se faire. Je vous remercie.